L'homo economicus, c'est la rationalité économique ultime. Je conçois totalement l'intérêt de la spiritualité en général et des religions pour l'être humain. Dans les religions, il y a une énorme part de storytelling. Les gens qui ont la haine vraiment du marketing, c'est une haine que je comprends pas et que je trouve déplacée. Moi, je suis ravi d'habiter et de vivre dans un monde où la société de consommation existe. Les vraies motivations d'une grosse boîte comme Apple, ça reste quand même la rentrée d'argent, quoi. J'ai pas comme objectif d'être le meilleur joueur possible, loin de là, mais être un des meilleurs joueurs me va très très bien. Déjà le 13e épisode, Louis, comment vas-tu pour ce... Oui, j'avais la blague en tête avant même de... Ça fait 1 heure que j'ai la blague en tête et qu'elle tourne en boucle dans ma tête. Je voulais commencer ce podcast avec ma petite blagounette. Comment vas-tu, Louis ? Ça va bien, je suis pas mal éclaté, pas mal fatigué. En ce moment, j'ai plein de choses en même temps. Je déménage évidemment, mais pas que. Je suis aussi en train de tourner une nouvelle formation qui sort normalement dans 5 jours. Mais c'est impossible, c'est physiquement impossible. Donc ça devrait sortir dans à peu près 2 semaines. Et en même temps, plein de choses à gérer, mais ça va pour le mieux. C'est des bons problèmes, on va dire. Et toi, Alexis, comment ça va ? Moi ça va, je suis dans une bonne lancée, là tout avance bien pour Copylost, je me suis déchargé de pas mal de choses, il me reste pas mal de travail et en même temps il y a beaucoup de choses qui se reposent un peu sur les équipes techniques là, dans le momentum là, du moment, si ça se dit, ça ne se dit pas du coup, c'était une répétition. Non. Mais voilà, donc non, moi tout va bien de mon côté, j'ai vraiment hâte de lancer mon affaire, ça va prendre encore peut-être, je sais pas, 3 semaines, quelque chose comme ça, là la target actuelle c'est le 15 mars. Okay. Donc on croise les doigts, ça peut sortir un peu avant, ça peut sortir un peu après, mais dans tous les cas, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Mais sinon moi, ça va. J'ai un sujet à aborder qui te fera plaisir, je pense, qu'on va aborder, je pense, assez rapidement. Et puis on a aussi des questions de nos auditeurs, on peut dire auditeurs du coup, ouais, c'est un podcast, on va dire auditeurs. On a 2 questions, on va les prendre dans cet épisode. Juste avant de démarrer le podcast plus sérieusement, donc on a plusieurs choses à vous dire. La première, c'est vous nous posez des questions et on y répond dans ce podcast. Donc encore faut-il avoir des questions pour y répondre. Et souvent, on a peu de questions parce qu'on est un petit podcast. Et donc si jamais vous voulez qu'on prenne le temps de répondre à vos questions, si vous voulez avoir notre avis sur des sujets ou ce que vous voulez, du coup, c'est l'occasion. Vous avez juste à mettre un petit commentaire sous une vidéo YouTube et on prendra automatiquement votre question et on y répondra dans ce podcast. Si vous nous écoutez, peu importe la plateforme, prenez le temps de venir sur YouTube si vous voulez poser votre question. Et comme ça, ça peut être un sujet d'épisode pour le podcast entre deux. Ouais, tout à fait. Ça, c'est mon premier call to action. Et le deuxième, tout simplement, parce que souvent on le fait en fin d'épisode. Donc là, j'aimerais prendre le temps de le faire en début d'épisode. Très rapidement, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais les évaluations pour un podcast, c'est très très important. C'est ce qui permet de tirer vraiment le podcast vers le haut. Et donc, je vous invite vraiment, si vous nous écoutez depuis 1, 2, 3 ou plus d'épisodes et que vous appréciez notre travail, ce qu'on fait, on ne fait pas un gros travail de recherche et développement, de documentation, etc. C'est vraiment une discussion entre amis. C'est une discussion à la cool avec des sujets qui sont plus ou moins maîtrisés. Et puis, on parle un petit peu de tout ce qui nous arrive, on parle business, etc. Si vous appréciez ce podcast, prenez le temps de nous laisser une évaluation sur la plateforme de votre choix, ça nous aide beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est-à-dire que ça nous aide beaucoup plus que vous, ça ne vous prend du temps. Ouais. Vous, ça va vous prendre 15, 30, 45 secondes maximum, soit sur Spotify, soit sur Apple, et nous, ça nous aide énormément à promouvoir le podcast auprès de plus de personnes, tout simplement. Tout à voilà fait. pour mes 2 call to action. Quelque chose à ajouter, Louis ? Un 3e call to action peut-être ? Un 3e call to action, vous pouvez taper Shopify sur YouTube. Non, je plaisante. 3e call to action, écoutez les épisodes jusqu'au bout parce que parfois, en fait, on n'a pas la matrix, on n'est pas assez impliqué dans ce podcast pour analyser le moindre moment de rétention comme peut le faire MrBeast. Mais on aborde divers sujets variés et je suis sûr qu'il y a certains sujets où de prime abord, vous penseriez ne pas forcément être intéressé. Et en fait, peut-être que ça peut vous ouvrir sur certains trucs ou justement vous conforter dans vos idées. Et dans ce cas-là, du coup, c'est parfait parce qu'on vous aide à penser que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Donc, écoutez vraiment tout. Je pense que ça peut être intéressant. Écoutez en marchant, écoutez au sport, écoutez en travaillant, écoutez n'importe quand, mais écoutez. Ça, c'est un petit coup de coude à notre dernier épisode, j'imagine, qui a un peu moins bien marché parce qu'on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu original. On a voulu parler de sujets qui changent un petit peu. On a fait un titre un peu original, une miniature un peu originale. Et en fait, c'était tellement original que les gens se sont moins retrouvés dedans et ont tout simplement moins cliqué. Ouais. Et c'est tout simplement l'épisode le moins vu. Et alors que paradoxalement, c'est celui que moi j'ai le plus apprécié à tourner quasiment, puisqu'il y avait du Gengis Khan, il y avait de la conquête spatiale, il y avait de la route de la soie.
Et il C'est y avait génial. un peu d'histoire, c'était vraiment incroyable. C'était top. Euh, Et le pire, Autant pour moi, par contre, je dis l'épisode d'avant, c'est l'épisode d'encore avant. C'est ouais, l'avant-dernier. c'est l'épisode encore avant, tout à fait. Et le pire, Ouais. c'est que t'as dit on a voulu faire quelque chose d'un peu plus original, mais c'était un abus de langage. En vrai, on n'a rien voulu du tout. On s'est laissé porter par nos Ouais. discussions, par nos échanges. Ne vous dites C'est vrai. surtout pas qu'on prépare, parce qu'au cas où certains d'entre vous se poseraient la question, on ne prépare rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire que littéralement, avec Alexis, on s'appelle à 18h. À 17h57, j'étais en train de gagner une partie de Call of Duty sur la PlayStation. Pour vous dire à quel point vraiment il y a zéro prépa. Et 10 minutes avant, j'étais en train de bosser mon anglais, parce que maintenant je prends des cours d'anglais. Donc vraiment, rien n'est préparé, c'est que du feeling. C'est ça aussi qui fait un peu, je crois, de ce que j'ai compris dans certains commentaires et dans certains avis, le plaisir d'écouter ce podcast. Oui, alors je sais pas s'il fallait à ce point-là se vanter de à ce point-là rien faire pour le podcast, pour à ce point-là pas faire d'efforts pour faire quelque chose d'intéressant. Mais je pense que c'est à double tranchant. Là, c'est pratiquement un bilan du podcast qu'on peut faire, notamment quand on est passé par le sujet de l'agriculture. J'y ai pas mal repensé parce que c'est vrai qu'au fond, c'est un sujet qu'on maîtrise quand même assez peu sur la technique vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens revendiquent exactement, concrètement, les différentes lois en cours. Tu vois, je me suis renseigné un petit peu sur la PAC au niveau européen, etc. Qui étaient des sujets que je maîtrisais tout simplement pas du tout au moment où on a tourné l'épisode. Et ça m'a fait me poser la question tu connais sûrement la théorie du signal en investissement. La différence entre un signal et du bruit, Oui, ça doit te parler. Mais je vais quand même la redéfinir, la réexposer brièvement pour ceux qui nous écoutent. La différence entre du bruit et un signal, c'est tout simplement la qualité de l'information et l'intérêt, l'importance de l'information. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de signaux qui sont des informations pertinentes que vous devriez savoir, des informations que vous devez savoir. Et puis, il y a tout le reste. Tout le reste, c'est un océan d'informations qui vous noie dans des choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Comme dirait Nassim Nicolas Taleb, la plupart de ce que les gens savent ne vaut pas la peine d'être su. Et ça, c'est ce qu'on appelle du bruit. Et le bruit, ça représente quand même la majorité du contenu qu'il y a sur Internet, de manière générale, sur du la contenu majorité dans la des choses vie auxquelles même, vous vous intéressez, la majorité de l'actualité, et même j'ai presque envie de dire en fait de vos discussions en famille. La plupart du temps, c'est évidemment du bruit, c'est pas voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis à un moment posé la question, je me suis dit, est-ce que dans Entre-deux, on n'est pas davantage en train de produire du bruit plutôt que du signal ? Dans le sens où c'est vrai que j'avais pas grand-chose à dire qui soit extrêmement pertinent par manque de skin in the game sur le sujet des agriculteurs. Et bon, il faut se rappeler quand même qu'on est aussi dans un paradigme Internet. Et un paradigme Internet, c'est un paradigme dans lequel on ne demande pas la permission pour prendre la parole. C'est un paradigme dans lequel on a simplement envie de créer du contenu pour créer du contenu. Le marché décide de pousser notre contenu ou au contraire de le cacher dans les limbes et de le montrer à personne parce que c'est nul. Et il y a ce truc-là un petit peu qui se fait. Alors, ça ne se joue pas toujours sur la qualité par ailleurs. Hein. Le fait qu'un contenu soit très visible ou pas, ce n'est pas toujours une question de qualité ou de recherche ou de maîtrise du sujet, malheureusement. Mais je me suis dit, en fait, en fin de compte, c'est vrai que le vrai projet d'Entre-deux, c'était un projet de discussion entre deux amis, y compris quand on ne maîtrise pas les sujets dont on parle. Ouais, bien et sûr. on ne cherche pas à faire figure d'autorité sur les différents sujets dont on parle. On n'a pas envie de passer 10 heures à faire de la recherche Pas du sur tout. la conquête spatiale pour pouvoir parler ensuite de comment fonctionnent les fusées. Et pour maîtriser notre sujet tout simplement, que ce soit l'agriculture, la conquête spatiale ou d'autres sujets en fait. Et même inversement, on n'a pas envie de passer du temps pour en parler et on n'a pas envie de se priver d'en parler quand on y pense. Moi, quand à un moment le chemin intellectuel fait que je trouve ça cool de me mettre à parler de la route de la soie ou d'aller en vacances sur la Lune et tout, j'ai pas envie de me dire « Oh non, je vais pas en parler parce que j'ai pas potassé ». Non, je n'ai rien à cirer. J'ai envie de le dire, je le dis. Vous mettez des commentaires qui vous semblent intelligents en échange, avec plaisir. Nous, on se marre. Il y a toujours 5 minutes avec Alexis où on lit les commentaires de gens très intelligents et on passe un excellent moment. Donc, de manière générale, on va pas se priver de parler on a de quoi beaucoup que de ce soit. recul, mine de rien, sur ce qu'on fait. J'y mets pas beaucoup de ma personne, dans le sens où émotionnellement, je suis pas super impliqué dans Entre-deux. C'est-à-dire que quand on a une blinde de commentaires négatifs sur un petit short qui a été découpé vraiment au couteau, hein, par ailleurs, ça c'est un autre sujet, donc ça manque de contexte, etc. Mais sur le sujet des agriculteurs, bon, quand je lis plein de commentaires méchants, en fait, je le prends pas vraiment personnellement, Moi parce non que plus, j'ai pas aussi du beaucoup tout. de recul sur ce qu'on fait. Mais ça m'amène quand même peut-être au sujet de, c'est vrai que j'ai envie de vous pousser en fait à être dans la création de contenu, parce que c'est ce qu'on appelle littéralement un paradigme, hein, et c'est le paradigme de notre temps, et c'est super intéressant d'expérimenter ces choses-là, parce que ça vous pousse à pas mal de choses. On l'a évoqué dans le premier épisode.
c'était très personnel la manière dont on a démarré le premier épisode, mais ça vaut pour vous tous en fait, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Si vous commencez à produire du contenu, il y a des choses à aller chercher personnellement qui sont intéressantes pour vous. Vous forcez à vous confronter à d'autres avis, vous forcez à faire de la rhétorique, à exprimer des choses, vous forcez à savoir ce que c'est que de créer du contenu tout simplement parce que c'est tellement presque banal aujourd'hui en 2024 que c'est toujours intéressant d'expérimenter aussi. Ça peut être sous plein de formes différentes. Ça peut vous apporter plein de choses positives dans votre vie. Quand on produit du contenu, on a tendance, c'est vrai, souvent à vouloir par exemple faire de la recherche, mieux maîtriser des sujets, etc. C'est quelque chose qui peut vous pousser ça justement à créer du contenu qui peut être intéressant. Le fait de mieux maîtriser des sujets et d'être plus documenté, d'apprendre sur l'écologie, ce que vous voulez, ça peut être super intéressant. Moi, j'avais fait ça sur des articles, je me rappelle, il y a quelques temps. Mais voilà, les articles de blog, typiquement, c'est un format. C'est pas le format le plus à la mode, c'est clair, mais c'est un format qui existe. Ça vous permet de prendre le temps de réfléchir avant d'écrire. Puis il y a le podcast, puis il y a la vidéo, puis il y a les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, on vit dans ce monde-là où on crée du contenu. Et j'ai presque envie de dire en conclusion, et c'est tout, quoi. Et ça a les conséquences que ça a, quoi qu'elles soient positives, négatives. Et ce qui est intéressant, c'est de se concentrer au niveau de l'individu et qu'est-ce que ça vous apporte, vous. Nous, on a fait le podcast aussi parce que ça nous apporte beaucoup personnellement, en fait, indépendamment de ce que les gens pensent après et de la maîtrise qu'on a des sujets qu'on aborde, en fait. Bien sûr. Et au-delà de l'aspect, ça nous force à bien parler, bien développer les idées, échanger, avoir un ping-pong et tout. Je pense que ça, on l'a quand même. Enfin, en fait, on l'a même quand il n'y a pas de caméra. Quand on discute, quoi. Mais le truc aussi, en vrai, auquel j'ai pensé dans la semaine, c'est que je me suis dit que ça nous permet quand même aussi de nous retrouver tous les deux, de discuter et tout, d'avoir un moment privilégié, un peu comme si on se calait dans notre agenda un appel avec un membre de notre famille, tu vois, dans l'idée, genre, quand je veux appeler ma mère, moi, maintenant, bah, c'est dans mon agenda, tu vois. J'ai 30 minutes dédiées, 100%. Tu fais vraiment ça ? Ouais, je fais vraiment ça. Okay. Mais parce qu'en fait, c'est... il y a deux angles de vision. Il y a le premier angle qui dit c'est horrible, tu mets ta mère au même rang que quand tu as un call ou quand tu dois tourner une vidéo. Et moi, je vois l'autre point de vue qui est que quand j'ai un truc écrit dans mon agenda, bah, du coup, sur le créneau où c'est écrit, je suis 100% dédié à la chose que je suis censé faire qui est dans mon agenda. Donc quand je suis au téléphone avec ma mère, bah, je pense à rien d'autre, je fais rien d'autre, j'ai rien d'autre sur le feu parce que c'est prévu. Et du coup, bah là, c'est un peu la même chose, toi et moi. Quand on discute par message dans la semaine, c'est rapide, c'est des petits trucs et tout. Là, on sait qu'on a 1 heure et demie où on est posé, on va pouvoir discuter de ce qu'on veut. Ça nous permet aussi de voir les avancées et tout. Je pense que c'est aussi très bien pour nous sur le plan pro et perso. À 100%. Et du coup, si ça devait déboucher sur des actions concrètes de votre côté, vous qui nous écoutez, j'ai envie de vous pousser à faire la même chose en fait. Vous n'avez pas besoin de demander la permission, vous n'avez pas besoin de faire des milliers d'écoutes et vous n'avez pas besoin de maîtriser des sujets que vous abordez. Et si vous voulez maîtriser les sujets que vous abordez, c'est aussi une très bonne motivation de créer du contenu justement. Faut juste être au clair avec vos intentions. Donc, essayez de réfléchir autour de vous, que ce soit avec votre mère, votre sœur, vos amis, n'importe qui, un pote. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui vous aimez discuter, vous auriez envie de débattre, vous avez envie de vous mettre en danger exprès, je ne sais pas, en lançant un podcast politique, vous êtes de gauche et vous avez un ami de droite, vous lancez un podcast exprès gauche versus droite et vous faites que débattre en permanence sur vos opinions et le fait que vous n'êtes pas d'accord et tout, c'est extrêmement sain. Je pense que c'est super intéressant pour vous et je vous pousserai vraiment à le faire. C'est ça que j'avais envie de transmettre comme message, c'est créer du contenu sans demander la permission et faites-vous plaisir. Et mettez-vous simplement d'accord sur quelles sont vos intentions. Nous, c'est une discussion très clairement entre amis et on n'a pas forcément le temps de créer d'approfondir des sujets qui feraient un podcast d'une nature un peu différente. Ce serait super intéressant qu'on prenne le temps d'approfondir des trucs et de faire des choses en profondeur avec des sujets et tout. Je pense qu'on pourrait faire d'excellents podcasts, mais c'est pas le bon moment, je pense, dans notre vie. C'est ça, c'est une question de moment, on le fera à un moment. Moi, j'ai très envie de le faire à un moment. Quand on aura le temps, quand on sera dispo, quand on sera dans une certaine routine, ce qui n'est pas du tout le cas ni pour toi ni pour moi en ce moment, bah là, avec grand plaisir de faire ça et de faire step up le podcast à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est pas le moment du tout, effectivement. Notamment sur le sujet des agriculteurs, hein, bah, du coup Louis tu le sais, mais vous ne le savez pas, donc je cherchais quelqu'un avec qui discuter sur le podcast en tant qu'invité, pour qu'il vienne, qu'il ait pris le temps d'écouter ce qu'on avait à dire dans l'épisode où on en a parlé, et qu'il vienne débattre avec nous, quitte à nous démonter en public, et on l'aurait publié tout pareil, hein, parce qu'en fait je prends un malin plaisir dans ce podcast à éventuellement avoir tort, et moi je suis d'espèce dans une dynamique de je me dis en fait
je suis intouchable, quoi, parce que de toute façon, tout ce que je veux, c'est juste apprendre. Donc si j'ai tort, fouette-moi en public. et comme ça, j'apprends et je progresse. Et quand vous êtes un peu dans cette dynamique-là, finalement, vous êtes quasiment antifragile, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez juste, c'est pas grave. À partir du moment où vous arrivez au maximum, je pense que c'est pas forcément évident, mais au maximum à mettre votre ego de côté, tant que c'est pas un sujet qui vous touche trop personnellement et que vous êtes juste vous émettez une opinion et tout, et vous êtes prêt à avoir tort si vous vous dites ça d'avance. Dans ce cas, ça peut être assez facile d'inviter des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Le but, c'est pas de changer d'avis tout le temps à chaque fois que vous avez un invité et tout. Le but, c'est de débattre, c'est d'apprendre à défendre vos opinions aussi, parce que si vous avez une opinion en premier lieu, c'est bien qu'il y avait une intuition ou quelque chose. Et il y a une différence entre avoir une intuition, avoir raison ou tort, et ensuite savoir la défendre, qui est une autre compétence en fait. Savoir débattre, savoir exprimer ses idées et tout, c'est autre chose. Et puis, donc j'avais vraiment envie de... Pardon, je termine juste pour l'agriculteur, de faire venir un agriculteur, et j'avais une, voire même une deuxième piste. Il y avait un commentaire TikTok dont je t'ai pas parlé. J'ai essayé de le faire venir, de discuter avec lui. C'est un agriculteur apparemment, le gars. Mais je sais pas s'il va me répondre. Il avait l'air ouvert sur le moment. Puis en fait, peut-être pas, je sais pas du tout. Donc je pense que ça va être difficile. Puis c'est pas super important pour nous non plus, donc je vais pas non plus aller le courir jusqu'au bout du monde. Donc si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais c'est l'idée, quoi. Ouais, ça pourrait être très intéressant. Et surtout dans ce truc d'ego, il est très important que les gens comprennent qu'il y a deux... moi je considère qu'il y a deux types d'ego. Il y a l'ego où si on t'explique un truc où t'avais tort et qu'on te l'explique de manière claire et qu'à la fin tu te dis ok, c'est son point de vue, effectivement, il y a quand même un monde, il y a un univers où il a raison, et ça blesse un certain type d'ego, entre grands guillemets, qui pour moi pose aucun problème. Par contre, évidemment, si la personne te démonte complètement ton argumentaire en manquant un petit peu de respect en même temps et en t'expliquant qu'au-delà de la méconnaissance, il y avait des trucs qui étaient stupides, effectivement, là, c'est un autre type d'ego. Mais du coup, les deux peuvent très bien cohabiter. J'adore qu'on m'apprenne des trucs. J'adore qu'on m'explique que j'ai eu tort sur des trucs. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand c'est un espèce d'échange, en fait. Quand on trouve un entre-deux. Je peux pas le dire sans... c'est impossible de dire. Non, mais c'est pas possible. Mais tu sais qu'on le dit quasiment à chaque épisode. Et ça montre que ça fait juste partie du vocabulaire normal. Ouais. Enfin, je pense... bien sûr. Je suis désolé. Mais trouver un entre-deux dans les choses, c'est le plus intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on veut faire venir des gens. C'est pour que éventuellement on leur donne des idées auxquelles ils n'avaient pas pensé et qu'eux ils les étayent avec leurs connaissances dans un sujet spécifique. C'est ça qui pourrait être vraiment vraiment cool. Ouais. Et ce serait incroyable qu'on fasse venir des gens qui ont vraiment des opinions sur la vie en général très différentes des nôtres plus tard. Plus tard, oui. Pas tout de suite, mais un jour. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est un exercice, moi, qui m'intéresse. Et en fait, la seule façon d'aimer avoir tort, c'est d'avoir cet état d'esprit avant de te lancer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal de pas aimer ça et c'est normal de pas avoir envie d'avoir tort et d'avoir raison et tout ça. Donc, à partir du moment où tu as conscientisé le fait que c'est pas grave, je suis prêt à avoir tort, si tu l'as conscientisé avant de te lancer dans le truc, c'est là où tu peux te permettre et là où ça va mieux se passer, à mon avis, dans le débat. Et voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien, moi en tout cas c'est une démarche que j'ai avec le podcast, que j'aimerais avoir d'autant plus qu'on aura des invités plus tard, sur différents sujets, quoi. Quel type de personne aux antipodes de tes avis tu serais content d'avoir ? Genre quelqu'un qui pense à un truc que toi tu penses pas du tout, quoi. C'est une bonne question. Déjà, je suis pas communiste. Effectivement, mais je sais pas si je serais très heureux. non, je blague. D'inviter, tu veux dire quelqu'un qui... Non, je plaisante. Ce serait hyper intéressant. Ouais. Donc, mais après, c'est parce que tout de suite, on pense sujet clivant, on pense politique. J'ai pas beaucoup de... là, je vais réfléchir à d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter sur le podcast ? Quelles choses on pourrait inviter sur le podcast ? Moi, j'aimerais beaucoup... Toi, tu as une idée ? Ouais, genre une voyante. Ouais. Ok. Une voyante dont c'est le métier, tu vois, une freelance voyante. Dont c'est le métier, qui prend ça très au sérieux et tout. Moi, j'y crois absolument pas du tout. Mais alors... Oui, mais le problème, c'est qu'on a dit qu'on voulait organiser des débats, pas des humiliations en public. Non, mais à elle. Mais non, mais si c'est son métier, à elle de venir m'apprendre. Pour placer ma blague. Je me dis. Non, mais parce qu'en fait, si tu débats si tu penses qu'il faut y croire ou pas y croire, le problème, c'est que toi, t'es dans la posture la plus simple, en fait, où tu démontes juste les trucs. C'est-à-dire mais c'est évidemment pas ce que je vais faire. Ça va être compliqué. Tu vas débattre comment et tout, tu vois. Déjà, je dis elle. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est un très bon sujet. Comme tu parles de voyante, ça me fait penser à tout ce qui est pierre
pierre en général, la lithothérapie. Ah waouh, ouais. C'est quelque chose dur. dont Ouais, je suis c'est très peu réceptif. Franchement, Alors, quand tu dis très et peu réceptif, j'ai vraiment tu veux pas l'impression d'être dire, pris pour un con en fait quand Ok, je oui, regarde. voilà. Ouais, tu non, veux pas mais dire vraiment. que tu es peu réceptif aux effets bénéfices, aux effets bénéfiques effets- des pierres. Aussi, Qui- sans doute, puisque aussi, du coup bizarrement. l'effet est créé par la croyance que ça va sans doute générer quelque chose, ou pas hein, d'ailleurs si ça existe vraiment, mais du coup il faudrait faire venir quelqu'un. Mais pour le coup, je sais pas quel genre de débat ça peut créer. Après, je vois bien que les gens qui font de la lithothérapie sont pas du tout, en général, dans la manipulation volontaire des gens et tout. Je pense que c'est des gens qui y croient profondément. Et je serais ouvert à en discuter. Mais moi, c'est quelque chose dont je suis très peu réceptif et ça touche plus généralement à la bulle du bien-être et ce que j'appellerais les dérives plus du bien-être. Je suis assez peu réceptif, j'adore le bien-être. Tu vois, je suis passé par une école de massage et tout. J'aime bien ces personnes-là, je peux discuter avec elles. D'ailleurs, il y avait des gens qui étaient branchés pierre et tout. Je discutais avec ces personnes et tout. Je posais juste des questions. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? J'avais pas commencé à discuter sérieusement avec, parce qu'après, ils vont vite voir que j'accroche pas, quoi. Donc, ouais, lithothérapie. Il y a sûrement d'autres sujets en fait comme ça autour du bien-être. Mais la voyance, effectivement, pour le coup, c'est pas un truc dont je suis très réceptif. Et après, il y a peut-être des histoires d'énergie en général et tout. Je suis pas super réceptif, quoi. En fait, de manière C'est générale. marrant, on est super vite allé. Bon, toi, t'es d'abord allé sur la politique avec le truc très clivant, mais après, on s'est tout de suite rabattu sur l'ésotérisme. Ouais. Tu vois, tous les trucs comme ça qui sont, en fait, qui montrent un peu. Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un de très rationnel? Est-ce que tu as une rationalité à toute épreuve? Ou est-ce qu'il y a une part de mystique dans Alexis FH? Bah, il y a 100% une part de mystique, mais je pense que c'est une part de mystique qui est rangée dans un tiroir d'un meuble de rationalité, tu vois. Ouais, je vois très bien. C'est-à-dire que, par exemple, je conçois totalement l'intérêt de la spiritualité en général et des religions pour l'être humain. Je ressens profondément ce que ça peut apporter aux gens. Quelque chose de supérieur à toi, etc. Cette espèce de foi inébranlable et même d'être simplement inscrit dans quelque chose de millénaire et tout. En fait, je ressens ces choses-là. J'essaie même des fois de faire des petites expériences, de voir si un truc me plairait ou pas et tout. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui accroche avec moi, mais j'essaye. Des fois, je fais des petites expérimentations. Je vois en fait l'impact et la puissance d'une religion, de la foi et des choses comme ça sur l'être humain. Donc de ce point de vue-là, oui, j'ai une part de mystique, mais j'ai une part de mystique qui en fait est très, vis-à-vis de moi-même, en tout cas, elle est très rationalisée, c'est-à-dire que je la comprends d'un point de vue rationnel, en me disant voilà ce que ça apporte à l'être humain, etc. C'est plus dans ce sens-là que je la prends en fait, cette part de mystique. Et sur les choses qui arrivent, est-ce que ton intuition première est systématiquement qu'il y a une explication rationnelle, ou est-ce qu'il y a toujours une part de mystère quelque part? Alors, est-ce que tu peux détailler, j'allais dire mieux ta question, mais c'est méchamment dit. Est-ce que tu va peux être- détailler différemment ta question? Je vais la reformuler. Est-ce Est-ce que tu crois aux fantômes? Est-ce que tu crois aux trucs inexpliqués? Est-ce que Ouais, voilà, c'est ça. phénomènes inexpliqués? Est-ce que quand il se passe quelque chose, il y a une part de mystique qui peut être la réponse pour toi? Ou est-ce que c'est toujours du rationnel la réponse quelque part, même si on ne connaît pas le rationnel? Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut définir la mystique. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que jusqu'où tu définis ce qui est rationnel et ce qui n'est pas rationnel. Oui, Moi, je comprends mais- qu'il y a des événements inexpliqués. Inexpliqués Mais veut oui, dire qu'on n'a je pas les savais. explications, tu Je vois. savais que tu allais dire ça. Mais oui, mais ça, c'est C'est la vrai. réponse Bah, facile. on n'a même plus besoin de faire ce podcast, en fait, finalement, tu vois. C'est terminé. Au bout de 13 épisodes, quand même, on aura fait le tour. Mais non, mais c'est ça, en fait. C'est que moi, je conçois qu'il y ait des événements inexpliqués. Je conçois qu'il y ait... en fait, moi, les récits à trous, en général, j'ai du mal à combler les trous avec des trucs un peu ésotériques. C'est Ok. juste comme ça que je pourrais le résumer. Donc, le triangle des Bermudes, pour moi, c'est pas parce qu'il y a une force surnaturelle. C'est juste ça, en fait. C'est que j'aime pas Ok. les raisonnements à trous où on bouche les trous avec des trucs parce qu'on comprend pas. Et donc, du coup, puisqu'on comprend pas, Ok. on va se dire, bon, bah, il y a un truc que je maîtrise pas, donc fantôme, etc. Tu viens de définir pour moi la naissance des religions. Le- Il y a un- les récits à trous et... Il y a un truc que je maîtrise pas, récit à trous, Oui. tiens, il y a sûrement un grand barbu. Oui, non, mais c'est clair. Moi, ce que je trouve intéressant des fois dans certaines religions, ça va être plus l'aspect philosophique. Et donc, du coup, c'est peut-être un peu moins l'aspect religieux, mais plus le côté peut-être doctrine ou le côté corpus de valeurs et De peut-être, valeurs, par ouais, bien exemple, sûr. tu vois, ce genre de choses que je trouve intéressant en fait, dans les religions. Et Mais le côté c'est peut-être du coup code. beaucoup moins le côté mystique et beaucoup plus le côté... j'ai pas d'autre terme en fait, hein, j'allais dire vraiment code de conduite. Éthique. Ouais. Voilà, vraiment. Ouais, ça, je suis à 100% d'accord et je pense que ça a aidé énormément de personnes
suivre un code de conduite, suivre une certaine éthique, suivre certaines valeurs, prendre conscience de l'autre, créer de l'empathie. Je pense que les points positifs des religions de nos jours, parce qu'évidemment, si on prend, dire les points positifs de religion sont indéniables à échelle humaine, évidemment, mais même encore de nos jours, je pense que ça aide énormément de personnes. Je pense que c'est très très bien aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin et c'est une bonne chose. Je vais te donner dans un pays où un on peut exemple. la pratiquer. Les pratiquer. Je te donne un exemple concret. J'ai déjà évoqué le shintoïsme dans un épisode précédent du podcast. Je vais revenir dessus. Dans le shintoïsme, tu as un certain nombre de valeurs qui sont intéressantes dans le rapport à la nature, etc. Et puis tu as un truc qui est profondément japonais, qui est l'attachement que tu peux avoir aux objets et à certains objets en particulier. Par exemple, si je te dis ce bol-là, voilà, c'est un bol, tu peux boire ton thé dedans, tu viens d'acheter ce bol hier et tout, bon, c'est un bol à thé, c'est cool. Ouais. Et si c'est un bol qui a été transmis de génération en génération par ton grand-père, ton arrière-grand-père et ton arrière-arrière-grand-père, le shintoïsme va convoquer vraiment l'idée qu'il y a toute cette énergie qui est chargée dans l'objet et qu'il y a toute cette histoire à l'intérieur et que le bol dégage quelque chose, tu vois, et qu'il est profondément, qu'il a énormément de valeur. C'est pas un bol normal, tu vois, et tu t'attaches énormément à ce bol-là. Et c'est comme si ce bol avait une âme en fin de compte. C'est-à-dire que dans le shintoïsme, tu vas avoir l'impression que tous les objets peuvent avoir une âme. Et ça, je trouve que c'est bien comprendre en fait le fonctionnement du cerveau humain aussi, qui est l'attachement que tu peux avoir à des choses, à des objets. Et je trouve que, en fait, j'ai beau le savoir rationnellement que c'est une espèce de manipulation cognitive d'un truc qui se passe dans mon cerveau, je trouve que c'est très, très, pas galvanisant, mais libérateur de se laisser aller là-dedans et d'accepter ce genre d'images, de symboles, de choses, et d'aller là-dedans à fond et de se dire, oui, j'ai décidé que cet objet, qui est un cache pour optique d'appareil photo, est très très important, a une valeur incroyable, et je vais... Tu vois, en fait, si je peux faire un petit jeu tout simple, si régulièrement je te parle de cet objet, et que je lui donne un nom, il s'appelle Sigma. C'est Sigma hyper connu cette... Voilà, et je vais parler régulièrement de Sigma. Régulièrement, quand on va s'envoyer des petits messages, je vais te dire comment va Sigma, même si tu me le demandes pas, mais je vais te le dire quand même. Je vais te dire, Sigma, il va très très bien aujourd'hui, il a fait son premier rototo, etc. Enfin, tout va super bien, tu vois, c'est un bébé. Et que je te parle pendant des mois et des mois de Sigma, je suis sûr que du coup, Sigma va devenir important dans ta vie. Tu vas t'attacher à Sigma et de temps en temps, on parlera de Sigma, tu me diras comment va Sigma, etc. Et c'est un peu le même phénomène, si tu veux, qu'en jeu, ce que je décrivais avant. Et c'est un mélange de tout ça à la fois, quoi. Et surtout, le jour où tu m'enverras un message et tu me diras « J'ai cassé Sigma », ça me fera forcément un truc différent de si juste là, tu m'envoies un message demain et tu me dis « Oh merde, je crois que j'ai cassé mon cache pour mon appareil photo ». Ça fera forcément différent parce qu'il y aura tu ressentiras forcément un peu de tristesse au fond, tu sauras pas trop forcément pourquoi. Un tout petit peu, même si c'est un tout petit peu, mais forcément. Et tout ça pour moi, ça nous ramène à un seul sujet là qui lie tout ce qu'on vient de dire, c'est le storytelling. Ouais. C'est juste une histoire de storytelling. Si on veut être un peu simpliste et un peu vicieux et qu'on veut attaquer un petit peu, dans les religions, il y a une énorme part de storytelling, même si c'est très simple, enfin très simplifié plutôt, dans tout ce qu'on a appelé ésotérique, mystique, il y a une grande part de storytelling aussi, évidemment. En fait, le storytelling, c'est parler, enfin, dans les points dans les domaines qu'on vient d'évoquer, c'est tout simplement parler pour créer de l'émotionnel sur des choses qui, à la base, n'en ont pas. On crée de l'émotionnel là où il n'y en a pas. Ce foutu bol en terre cuite, légué de génération en génération, s'il s'explosait sur le sol du jour au lendemain, il se passerait littéralement absolument rien dans le reste de l'univers. Mais c'est un bol. Dans ton petit cœur, il y aurait un petit truc qui se casserait. Tu te dirais merde, c'est quand même un héritage et tout. Alors qu'en fait, au niveau chimique et physique, il se passe que dalle, quoi. Et pour moi, ce storytelling, c'est une grande part de ce qui fait notre humanité. Hein. Moi, je le prends vraiment comme ça, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Mais moi, des fois, j'ai envie de m'en détacher. Et de me dire qu'il ne faut pas se laisser atteindre par ce... T'en détacher ou l'utiliser à ton avantage. C'est-à-dire le comprendre et t'en servir pour mieux réussir en général, quels que soient tes objectifs de vie personnelle et professionnelle. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait parce que j'ai toujours adoré. J'ai toujours trouvé ça génial de se dire en fait, il suffit de bien raconter quelque chose et d'un coup, les gens t'écoutent et après, tu crées une secte incroyable. Tu vois. Ça, j'ai toujours trouvé ça hyper fascinant. Et en même temps, j'aimerais m'en détacher moi en fait dans ma perception et ma réception du storytelling. Genre j'essaye beaucoup fréquemment, alors parfois je me laisse complètement aller comme tu l'as très bien dit tout à l'heure parce que ça fait du bien aussi de se laisser aller
de réceptionner du storytelling, de se le prendre et de se laisser convaincre. Mais moi, j'essaye beaucoup de m'en détacher vis-à-vis de ma perception, de la manière dont je le reçois et dont je le comprends. Notamment dans une idée de gestion des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Si quelqu'un te dit qu'il veut gérer ses émotions et que par contre il parle que de ses émotions négatives, c'est mal barré en général. Donc moi j'essaye de gérer les deux, gérer les émotions positives et les émotions négatives, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations, etc. Et du coup, ça fait partie un peu du travail que je fais parfois où il se passe quelque chose, que ce soit bien ou mal, et où je vais me laisser aller à l'indifférence la plus complète pour pouvoir, selon mon point de vue, mieux apprendre à maîtriser ensuite cet art qu'est le storytelling pour l'utiliser. Mais du coup, pour moi, les deux peuvent totalement cohabiter. Ouais, bah écoute, je te rejoins en quelque sorte. Moi, je me vois vraiment pas chercher à m'en détacher au plus profond de moi-même. Très clairement, je sens que c'est pas quelque chose dont tu peux facilement te défaire. Je pense que c'est quand même vraiment profondément codé en nous. Et je préfère plutôt le comprendre effectivement et le maîtriser pour essayer d'embellir ma vie et de sublimer ma vie au maximum, plutôt que de me dire d'avoir une sorte de recul. C'est pas ce que je dis que tu fais, hein, mais d'avoir une sorte de recul cynique que peuvent avoir plein de gens dans la vie en disant mais tout ça c'est du bullshit marketing, tout ça c'est du storytelling, les religions c'est nul juste parce que ça a été inventé, ça sert à rien et on s'en fout. Et en fait il y a plein de trucs comme ça où tu vois genre dire ouais, l'argent c'est une fiction. Mais oui effectivement, mais tout dans la vie, mais du coup tout est une fiction société, en fait. Voilà, c'est ça, il se passe que dalle en fait. Tout est une fiction, rien n'existe. Tout est une fiction, c'est génial de penser à ça. Effectivement, la totalité des strates d'une société, en fait, si tu réfléchis, absolument tout est une histoire en fait qu'on se raconte en permanence, quoi. Mais évidemment, et c'est génial. Je connais des personnes qui pensent que effectivement l'entièreté de ce qui existe n'est qu'un divertissement. C'est-à-dire que chaque industrie a été créée pour nous divertir des vraies choses et tout. Et je trouve qu'en fait, il y a un fond, mais un fond lointain, de vérité. Dans le sens où c'est pas fait pour nous divertir, c'est pas créé pour nous divertir d'autres choses, mais ce sont... en fait, c'est la société de consommation, de manière générale. Ouais. Mais le truc, c'est que la société de consommation, on peut aussi tout à fait l'accepter. Moi, je suis ravi, mais ravi à un point d'habiter et de vivre dans un monde où la société de consommation existe, où on va me vendre des produits en m'expliquant qu'ils sont incroyables pour moi. Moyen, enfin ça dépend en fait. C'est-à-dire que moi, je suis hyper content d'acheter des trucs. Mais par contre, quand je vois un iPhone sortir tous les ans, je trouve ça vraiment profondément pathétique, hein, personnellement. Mais c'est peut-être un terrain sur lequel on n'est pas d'accord. On n'est peut-être pas d'accord, mais je pense que j'ai un argument qui va facilement te faire passer de l'autre côté pour ce point précis. Ok, si tu veux, on peut l'aborder après. Je te laisse terminer ton point, mais vas-y. Et donc, j'ai aucune idée d'où j'en étais pour une fois. Ce qui m'arrive très peu souvent. Storytelling, l'histoire. L'histoire de la vie. Oui. Le petit dinosaure, je sais pas. Non, mais le point global était que c'est indispensable qu'on en ait. Ah oui, c'est ça, la société de consommation et tout. En fait, ce truc de tout est un divertissement et tout. Si tu as envie de vivre en ermite toute ta vie, je pense que c'est plus possible de vivre complètement à 100% en ermite, coupé de tout ce que la mondialisation a fait, ce que la société de consommation a fait, etc. Je pense que c'est plus possible aujourd'hui. Et du coup, effectivement, dans ce sens-là, on peut le voir comme un divertissement parce que la liberté ne serait pas totale s'il y a un état qui était un état tout à fait possible avant, l'état d'ermite, qui était envisageable, qui ne l'est plus. C'est peut-être que toutes ces choses-là ont un aspect le plus négatif au fond, c'est que ça nous prive de certaines libertés. Mais c'est tellement extrême, c'est tellement des libertés qui sont déjà infimes dans la volonté des gens. Et en même temps, est-ce que c'est infime dans la volonté des gens à cause de l'impact de tout ça, ou est-ce que c'est infime juste parce que les gens n'ont pas envie ? C'est un sujet dans le sujet. Mais pour moi, ça pose pas tant de problèmes que ça, que tout ça a été créé, qu'il y ait différentes strates de société de consommation, qu'on soit manipulé en permanence. Parce qu'en fait, on vit juste comme ça et c'est le jeu. Il y a plein de trucs que je trouve super injustes, mais en même temps, je vais pas pouvoir y faire grand-chose. Donc autant utiliser les armes que j'ai en ma possession pour jouer et pour être... j'ai pas comme objectif d'être le meilleur joueur possible, loin de là, mais être un des meilleurs joueurs me va très très bien. Et un dé, ça peut être très large.
Donc, je vis très très bien comme ça. Et mon petit point sur... Ouais, vas-y. Non, bah du coup, juste pour terminer, pour rester un peu sur le storytelling, mais on fera une bifurcation de société de consommation, si tu veux, juste après. Moi, j'irais plus loin, même j'irais jusqu'à dire que la beauté de la vie, en fait, elle passe par toutes ces histoires qu'on se raconte. Hein. Moi, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Imaginez simplement une vie sans histoire. Sans histoire, ça veut dire que la totalité des trucs qu'on vit partout autour de nous sont la plus pure expression possible de la rationalité. Imaginez un peu ce monde-là. Imaginez un monde dans lequel vous ne vous racontez pas du tout d'histoire sur tout ce qui se passe. Imaginez un monde dans lequel, parce que même finalement presque la beauté des fois de choses simples ou de l'artisanat, c'est aussi, il y a une grande part de la magie de l'artisanat passe aussi par l'histoire qu'on se raconte et la valeur que ça a, ces choses-là, etc. Et en fait, c'est hyper important. Tout n'est que fiction autour de vous. Essayez, imaginez, éplucher la vie et enlevez vraiment toutes les fictions possibles. Une à une, vous épluchez tout, vous enlevez tout. Et imaginez la vie terrible que c'est en fait. Et ça rejoint mon point aussi sur le marketing et les gens qui ont la haine vraiment du marketing. C'est une haine que je ne comprends pas et que je trouve déplacée. Parce que le marketing, c'est ni plus ni moins qu'une couche d'histoire, de fiction, de narrative sur les choses en général. Alors comme on dit souvent, c'est ni bien ni mal, c'est un outil, etc. Donc je suis parfaitement d'accord et en phase avec ce propos-là. Mais c'est vrai qu'en fait, essayez d'imaginer absolument tout dans la vie sans marketing. C'est un monde dans lequel vous ne voulez pas vivre, je vous assure. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, même vous qui êtes anti-marketing, vous qui n'écoutez pas ce podcast, donc je parle à personne, vous, les choses que vous faites dans la vie et les choses auxquelles vous vous intéressez, vos passions, vos hobbies, tout en fait. Il y a du marketing partout, tout le temps, qui vous infuse vous-même dans votre quotidien, vous vous en rendez peut-être même pas compte, et ce marketing en fait vous nourrit intérieurement en permanence. Bien le sûr. marketing est aussi un autre mot pour parler de storytelling, d'histoire, etc. Alors dans le marketing, il y a la notion de rencontrer un marché. Donc peut-être que le marketing, la seule chose qui va déranger les gens, c'est de dire, au lieu de juste dire dramaturgie, histoire, narrative, etc., on parle de marché et on dit histoire pour aller vers un marché. Tu vois. Donc il y a une notion de... Ça, je peux comprendre, à la limite, c'est une partie du marketing qui plaît moins aux gens parce que du coup, là, on rentre sur le terrain des valeurs et tout. Et ce qui leur plaît moins, c'est le côté manipulation aussi. Ils ont l'impression que marketing rime avec manipulation. Mais les histoires sont que de la manipulation. Tout. C'est tout mon point. Donc voilà, c'est juste pour dire que le marketing, c'est vraiment beau fondamentalement, si ce n'est qu'il y a une notion économique dans le mot marketing en soi. Mais c'est juste le mot, en fait, c'est de la sémantique, mais en soi, on se comprend tous ensemble. C'est vraiment l'art de faire de belles choses, de donner envie aux gens, de raconter de belles histoires, etc. L'identité de grandes marques. Imaginez des entreprises sans marque et tout, ce serait odieux, en fait. Non, vraiment, c'est un monde dans lequel je veux pas vivre, quoi. Donc, non, c'était tout mon point sur l'histoire en général, avec un petit H, les histoires, et le marketing, et le storytelling, et la fiction, qui a un rôle pour moi sacré en fait, en général chez l'être humain, y compris par la musique, les films et l'art en général. Ouais. L'art qui n'aurait pas la valeur qu'elle a si on ne se racontait pas des histoires. Les tableaux ne se vendraient pas des millions d'euros. Je ne sais pas si ça nous manquerait, mais en tout cas, ça n'arriverait pas si jamais on ne se racontait pas des histoires, etc. etc. Regardez l'état dans lequel ça nous met de voir un beau film et tout. Enfin, c'est bien sûr. On est super réceptif aux histoires, quoi. Le mot qui manque dans cette magnifique liste, c'est rêve, en fait. Oui. Parce que du coup, enlever les histoires, enlever le marketing, il n'y a plus aucun rêve. Il n'y a plus aucun rêve. Tout le monde crève. Et puis on passe à autre chose. Et puis ça ne sert plus à rien. La vie n'a aucun intérêt, en fait. C'est une histoire juste. Aucun. Parce que là, je suis désolé, je vais vous dévoiler le secret du sens de la vie. Aucun. Il n'y en a pas. Du coup, si jamais vraiment vous voulez vous dire, du coup, on fait quoi ? Bah, j'ai la réponse en fait. J'ai aussi la réponse. Je suis un gourou ce soir. Oui. J'ai aussi la réponse. La réponse, c'est justement la magie que vous donnez dans les choses que vous faites dans la vie, etc. Quand moi, je suis en tant que passionné de café, en train de crafter le meilleur espresso possible, de changer mes accessoires en permanence, de dépenser beaucoup d'argent, d'avoir des rituels, d'avoir un espresso qui est de plus en plus long à faire, où je passe 10 minutes maintenant pour faire couler 2,5 centilitres et tout, et que j'ai tout mon petit rituel, tout le truc, et en fait je me raconte des histoires, et je suis dans cette bulle des passionnés du café, et puis ça convoque des imageries de coffee shop que j'avais quand j'étais en voyage. Enfin, je me raconte des histoires, quoi. Et c'est toute la magie de mon quotidien. Ça fait partie de mes pics de dopamine dans mes journées. Moi, clairement, c'est le moment où je me fais couler un café. Imagine un mec qui vient me dire et dire retire le storytelling, le marketing de tout ça. Très bien, donc écoute, je vais aller juste acheter une machine Nespresso. Oui. Je l'utilise juste pour et encore, une machine Nespresso, c'est déjà très bien.
il te Oui, il y a du rationalise son marketing. truc. Non, mais je veux dire, juste on va à Mais- l'essentiel parce que moi j'adore Oui. prendre le temps de faire mon café. Ouais. Donc, non, je vais pas prendre le temps de faire mon café. Soyons raisonnables, allons à l'essentiel, soyons rationnels. Donc, du coup, je vais acheter une machine à capsule. Je vais juste mettre une capsule. Le café est dégueulasse pour moi en capsule, mais c'est pas grave, ça sert pas à mon propos. Donc, je mets juste une capsule dans la machine. On n'en parle plus et je bois du café. Évidemment, pas du tout pour le café, mais juste pour la caféine, hein, de toute façon. Parce que le café, qui aime ça? Mais la Il y a caféine, un- c'est super, c'est une molécule pour être productif. Ce que tu es en train de décrire, il y a un modèle en économie qu'on utilise, que tu connais peut-être, qui s'appelle l'Homo economicus. Je connais juste de nom, cette expression, mais je ne saurais pas te dire grand-chose dessus. Bah, en fait, Voire très rien, même. très simplement, l'Homo economicus, c'est un modèle fictif qu'on utilise. Alors tout le monde râle parce qu'ils disent que c'est fictif, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, c'est un modèle qu'on vient utiliser, qu'on vient mettre dans un marché pour savoir ce qu'il achèterait, ce qu'il consommerait, etc. L'Homo economicus, c'est la rationalité économique ultime. Donc, il ne Ok. va pas que... Je crois que j'ai dû tomber dans Wikipédia sur ça, c'est sûr. Il ça ne me va dit pas quelque chose. que chercher ce qui est le moins cher. Attention. Il va chercher un savant mélange extrêmement intéressant de moins cher, plus productif. Parfois, on peut, et moi ça j'avais beaucoup aimé, en terminale, on avait rajouté la notion de plaisir et de bonheur dans l'Homo economicus. Ce qui fait que typiquement, si ton café que tu mets un quart d'heure à faire a un impact positif sur le reste de ta journée au point que ça vient compenser le quart d'heure que tu passes à le faire, ainsi que le temps où tu en parles dans la journée, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est le temps où tu en parles dans la journée, le temps que tu passes à acheter des trucs et tout ça tout ce temps cumulé, Ouais. s'il te permet en fait d'être plus heureux, etc. Bah du coup, c'est rationnel de le faire, puisque au global, c'est positif. Mais Ok. cet Homo economicus, si on prend juste la base, c'est juste le plus rationnel possible économiquement. Et effectivement, vivre comme un Homo economicus, moi, ça a longtemps été un rêve. Et après, j'ai grandi. et je me suis rendu compte que non, c'est juste pas possible. Alors, j'ai grandi et je me suis enrichi. On va pas se mentir. Bizarrement, quand tu manques un peu d'argent, vivre comme un Homo economicus, ça a l'air vachement bien parce que tu te dis, ah, j'ai que des dépenses vraiment parfaites, tout. J'ai gagné un peu de sous. Effectivement, ça m'a aidé à me dire, en fait, il n'y a pas C'est besoin. la rationalité poussée à l'extrême. Ouais, quoi, tout exactement. simplement. Mais effectivement, pour le coup, ça ressemble plus à un persona ou un avatar que Ouais, c'est ça. effectivement, C'est à exactement une ça. réalité bien concrète. Ça va être compliqué, mais ça peut être un idéal à atteindre pour certaines personnes, y compris en tant que personne enrichie. Comme tu le dis, finalement, tu peux tout à fait faire des calculs extrêmement rationnels en permanence dans tes dépenses, Alors, oui. même dans des dépenses qui sont plus chères et tout. Je pense que ça peut être un idéal valable autant pour quelqu'un qui n'a pas l'argent qu'un milliardaire, tu vois. Un milliardaire peut Oui, être oui, un je suis homo d'accord. economicus avec des dépenses beaucoup plus importantes, tu vois. Alors, ça peut toujours, effectivement, mais le Ouais. principe de base de l'Homo economicus, c'est aussi tirer la note vers le bas le plus possible. D'accord. Et Ah ouais. du coup, un milliardaire, du coup, bah, il vit dans un 12 mètres carrés. Enfin, tu vois, ce serait vraiment... ce serait antinomique un peu, quoi. Il vit dans un 12. Juste 12, tu dis juste 12. Oui, il vit dans 12. un 12. Vous dire un 12 km carrés, un T12, quoi. Un 12 cm, voilà, il Un se 12. passe quoi, là? Ouais, tout à fait. Ouais. Et mon petit point sur juste- Apple. Ah oui, vas-y. Mon petit point sur non, Apple mais que en j'ai plus, pas j'allais oublié. dire que je savais pas sur quoi rebondir parce qu'en fait, on a deux questions en plus, donc Ouais, il faut en on prendre a au des moins une des questions. deux. Mon petit point sur Ouais, Apple, bah parce que vas-y, je sais... société de consommation. Allons-y, on est parti pour 30 minutes. Je sais que... Non, très rapide et après on enchaîne avec les questions. Mais je sais qu'il y a Ouais. plein de gens qui aussi trouvent un peu ridicule ce principe de sortir un iPhone tous les ans et tout. En fait, la véritable raison cachée qu'ils n'avoueront jamais, mais la vraie raison, c'est tout simplement de l'itération technologique. Ce que ces mots de branleur veulent dire, c'est tout simplement que tous les ans, ils ont quelques petites améliorations incrémentales, ils Ouais. les sortent, ils se confrontent à des millions et des millions de personnes qui les achètent, qui les utilisent, qui les poncent, qui les détruisent, et ils améliorent encore et encore et encore. S'ils ne le sortaient pas tous les ans, on pourrait se dire, oui, bah, ils ont qu'à juste les améliorer et pas les sortir. Oui, mais du coup, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité du terrain. C'est pour ça qu'il y a des bêtas, par exemple, sur toutes les mises à jour de tous les téléphones de manière générale. C'est parce que les alphas, c'est pour les gens qui bossent dessus. Les bêtas, c'est pour les utilisateurs qui sont prêts à se dire qu'il va y avoir des problèmes. Et ensuite, ça sort. Mais si tu peux pas faire de bêta, si tu peux pas faire tester des utilisateurs, tu n'as juste jamais la réalité du terrain, les bons feedbacks, etc. La vraie raison, c'est que Apple fait ça pour juste s'améliorer au fur et à mesure. Ils font pas ça
dans un but de surconsommation, d'habituer les gens, ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, la majorité des gens ne changent pas d'iPhone tous les ans. L'écrasante majorité des gens changent d'iPhone. Je crois que j'avais vu, c'est en moyenne tous les 4 ans. Et moi, j'en suis là. Moi, je suis exactement à 4 ans et ça me va très bien, tu vois. Je change quand mon téléphone commence à avoir des performances qui baissent, tout simplement. Je te réponds. Ouais, bien sûr. Masturbation intellectuelle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À 100%. Je suis pas d'accord. Tu racontes n'importe quoi. Prépare-toi à avoir tort, Louis. Tu te rappelles ce qu'on disait un peu plus tôt là dans le podcast? Oui, mais non. Très bien. Mais... C'est ton moment. C'est ton Vas-y. moment. Les projecteurs sont braqués sur toi. Louis, comment tu peux juste justifier à toi-même qu'il ne puisse pas éventuellement juste attendre 1 an de plus et sortir un iPhone 2 ans au lieu de sortir un iPhone tous les ans, si ce n'est simplement pour des raisons économiques? C'est simplement des rentrées d'argent. Il n'y a pas d'autre raison que de faire rentrer de l'argent dans la boîte. On est d'accord. Ces entrées d'argent, elles servent à quoi? Parce que l'itération technologique, attends, quand tu vois la différence d'un iPhone à un autre, à quel moment est-ce qu'il ne pourrait pas attendre 1 an? Au lieu d'en sortir iPhone 12, 13, 14, 15, il sortirait l'iPhone 12, puis le 14, puis le 16, tu vois, ça marcherait aussi bien. J'ai pas dit qu'il pourrait pas. Itération technologique, tous les 2 ans, c'est pas mal déjà. J'ai pas dit qu'il pourrait pas. J'ai dit qu'il le faisait parce que ça leur permettait à chaque fois d'améliorer détail par détail chaque chose qu'ils créent et de pas passer 2 ans dans le faux, par exemple. Il y a des trucs sur lesquels ils sont revenus en arrière. 2 ans dans le faux, des dizaines d'équipes, des milliers de personnes payées très cher en plus. Ça fait quand même beaucoup d'argent perdu. Mais en fait, je suis d'accord avec toi sur le fond. Sur le fond. C'est pour ça que je dis le fond, masturbation intellectuelle. C'est-à-dire qu'en théorie, ce que tu dis, ça marche très très bien. Mais dans la pratique, les vraies motivations d'une grosse boîte comme Apple, ça reste quand même la rentrée d'argent, quoi. Il n'y a pas d'autre vraie, réelle motivation de sortir un téléphone absolument tous les ans que de faire... Et ça leur réussit très bien. C'est très rentable pour eux. Moi, je trouve ça ridicule d'un point de vue consommateur, en quelque sorte. Même d'un point de vue planète, etc. Enfin, en fait, c'est juste ridicule. Je trouve ça juste ridicule. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que... C'est pas suffisant pour toi. En vrai. Mais c'est vrai. Non mais je vois aussi ce que tu veux dire. Mais c'est juste que moi les biais négatifs ne m'atteignent absolument pas. La planète, c'est pas mon problème. Les consommateurs, si les gens sont au SMIC et sont assez cons pour acheter un iPhone tous les ans à 1200 balles, c'est pas mon problème non plus. Et du coup, le seul truc qui me parle, c'est de me dire que effectivement ils ont besoin de le faire pour pouvoir bosser sur le truc. Les biais négatifs. Tu vois ce que tu dis ils ont besoin de le faire. Moi, je pense qu'ils ont besoin de le faire. Je pense vraiment. Je pense pas. Ils sont capables de faire des bons quantiques en avant sur des technologies, du hardware ou des choses. Ils proposent bien du jour au lendemain l'Apple Vision Pro. Il n'y a pas eu plein d'itérations, etc. Il y a bien un moment où tu peux faire des sauts. Mais alors, ok. C'est là où tu te trompes. Il y a eu plein d'itérations. C'est là où tu te trompes. J'ai vu une vidéo extrêmement intéressante qui explique point par point toutes les technologies présentes dans l'Apple Vision Pro. Oui. Toutes. Et en fait, elles sont toutes présentes depuis un peu moins de 10 ans dans les différents appareils Apple. Ok. C'est-à-dire que Apple a implémenté au fur et à mesure plein de petites technologies à plein d'endroits. Et ce sera la même chose avec l'Apple Car. Et en fait, ils ont juste itéré au fur et à mesure. Pas forcément dans le but que ce soit utile sur un iPhone, genre le scanner LiDAR, qui sert absolument à rien. Ça fait des années qu'on se demande pourquoi ils font ça, tu vois. Une espèce de scanner qui te permet de genre projeter ton meuble Ikea dans ta pièce. C'est sympa, mais c'est pas une killer feature. Ce scanner LiDAR permet maintenant à des fenêtres de se présenter devant toi dans un Apple Vision Pro et que tu aies l'impression qu'elles soient vraiment là et qu'elles restent fixes quand tu bouges dans ta pièce et tout. Et en fait, ils ont itéré au fur et à mesure. S'ils n'avaient pas sorti tous les ans, alors moi, j'essaie pas de démolir ton argument que la technologie en général doit itérer. Hein. C'est pas mon point du tout. C'est plus de dire qu'en fait, tu t'essaies de rationaliser au maximum le fait qu'ils sortent un iPhone tous les ans, alors que moi, ce que je dis, c'est que les principales motivations sont financières, en fait. Mais c'est vraiment que ça, mon point. Et par ailleurs, pour revenir sur l'Apple Vision Pro, tu dis qu'ils ont à peu près toutes les technologies existaient avant. Par exemple, tout ce qui est eye tracking, le suivi avec les mains, tous ces trucs-là. Tu veux dire que ça existait déjà sous une forme ou une autre dans des appareils avant? Ouais, tout à fait. C'était... Alors, le eye tracking, c'était avec Face ID qu'ils l'ont itéré. Okay. Parce qu'en fait, il y a une énorme partie de Face ID qui se fait avec les yeux. Si tu regardes ailleurs, ça ne s'active pas, etc. C'est un réglage qui s'active. Au début, c'était natif. Après, ça s'activait, ça se désactivait, etc. Et ils ont utilisé la même chose pour les mains, en fait. C'est exactement le même type de tracking. Et ensuite, ils ont fait la même chose avec le scanner LiDAR, etc. etc.
Ok, c'est un bon exemple de comment la technologie évolue au global, tu vois, entre les gens qui essaient, grosses boîtes qui vont essayer de racheter une startup pour développer un truc sorti de nulle part, Ouais. et des technologies et du hardware qui se construit en fait à chaque fois sur les acquis des années précédentes et tout. Et c'est vachement bien. Et quand tu vois ensuite la conclusion, qui n'est pas une conclusion, qui n'est Qui que n'est pas le une commencement, conclusion, en fait. mais c'est quand même très Absolument. intéressant. Ouais. Mais effectivement, c'est un bon exemple. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ça retire pas du tout mon point. Enfin, selon moi, en tout cas, tu m'as pas vraiment fait changer d'avis sur le fait que les motivations principales parce que il y a quand même une pression très importante du système financier dans lequel Apple est engrangé quand même. C'est-à-dire que mine de rien, l'actionnariat, la pression d'avoir des dividendes, etc., ça reste une pression qui est réelle, qui est assez importante, qui est pour moi des fois mal placée. Par ailleurs, j'adore le principe des marchés financiers, je trouve ça magique. Je trouve que c'est même profondément de gauche. Le fait que tout le monde puisse acheter des morceaux d'entreprise, je trouve ça incroyable. Que la gauche ne mette pas plus en avant, mais acheter des actions dans les entreprises, le partage, le partage. Moi, j'ai toujours été fasciné de voir à quel point la bourse c'était un truc de droite. Je n'ai toujours pas compris en fait. Je me suis dit, mais en fait, on devrait être tous contents d'avoir un système comme ça. Mais par ailleurs, il y a évidemment des externalités avec lesquelles je suis moins d'accord. Et je sais que l'actionnariat peut avoir une réelle pression sur une grosse entreprise à devoir verser des dividendes, et ce de manière constante tous les ans, et même des fois de manière constante et constamment à la hausse tous les ans. Ça a un nom, j'ai oublié, les actions. Des actions quelque chose, j'ai pas les termes en tête, des actions qui donnent des dividendes absolument tous les ans, en hausse tous les ans, depuis X années, etc. Et ça, je trouve que c'est pour le coup vraiment, vraiment, vraiment des pressions à la con, tu vois. Moi, ça me ferait bien chier d'avoir ce genre de pression dans mon entreprise. Donc ça, c'est des trucs avec lesquels je suis vachement moins en harmonie, tu vois, sur les marchés financiers en général. J'adore le principe de la bourse et des marchés financiers. J'aime un peu moins le principe des dividendes constants depuis 20 ans ou 30 ans, constamment à la hausse. Si ton entreprise peut le faire, tant mieux. Mais le fait que ça te mette une réelle pression et une incentive à devoir le faire quoi qu'il en coûte, parce que sinon tu vas perdre un statut, un symbole, qui est ce statut d'action, action reine, on va appeler ça comme ça parce que je sais plus le terme. Ça me fait chier. En fait, moi, je me mets du point de vue de l'entreprise, moi, et peut-être que je comprends pas le fait de gérer une très grosse boîte, fondamentalement. C'est possible. Mais moi, ça me fait chier. Je me projette pas là-dedans du tout. Et je trouve que c'est les mauvaises incitations en général. Je trouve que les dividendes, c'est un truc qui se distribue quand ils sont là, point barre. Et pas mettre ce genre d'incitation, quoi, tout simplement. Moi, ça me fait chier. Je vois ce que tu veux dire, mais je me dis que en fait, c'est un choix à faire à un moment de la vie d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, ok, soit je propose des actions reines, et dans ce cas-là, je sais que je vais avoir énormément d'investisseurs, mais beaucoup plus de pression. Soit, je reste comme je suis et j'essaie d'aller chercher des investisseurs autrement, mais au moins je garde ma liberté. C'est un peu comme se faire sponsoriser, quoi, dans l'idée. Tu peux plus dire tout ce que tu veux. Alors ça, c'est de la grande théorie encore, mais on va dire que tu peux plus dire tout ce que tu veux, et en échange, on subvient à tes besoins, aux itérations technologiques que tu souhaites proposer tous les ans, etc. Non, mais c'est réel, hein, les itérations, je te comprends complètement. Oui, je sais, pas de souci. Je vanne. Juste que c'est pas les incitations à avoir un iPhone tous les ans, quoi, c'est tout. Mais parce que, mine de rien, à chaque fois qu'ils sortent un iPhone, ce serait intéressant de connaître le chiffre d'affaires de chaque iPhone qui sort pour bien appuyer mon point, tu vois, de se dire, ah oui, les mecs, on va peut-être pas se passer de sortir un iPhone cette année. Parce qu'en fait, les enjeux financiers sont juste trop importants, en fait. Tu vois, concrètement, on en sort tous les ans parce que les gens achètent, tu vois, donc... Alors oui, sûrement, mais encore une fois, du coup... Puis ça manque du côté théâtral aussi, ça me fait chier même d'un point de vue marketing, quoi. Je veux dire, imagine, tu sors le premier iPhone pour la première fois depuis plusieurs années, et il y a un vrai bond en avant technologique, il y a plein de nouveautés incroyables, oui, mais je crois que c'est pas possible. Et il y a de la théâtralité dans le truc, marketing, tu vois, en quelque sorte. Moi, dans le marketing, j'adore le côté théâtral. Tu arrives, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais je crois que... tu l'as pas, ça, quand tu sérialises les choses, que ce soit du jeu vidéo, un iPhone ou... Je crois que c'est pas possible pour précisément les technologies sur lesquelles bosse Apple. Je crois que c'est juste pas possible. Ils sont obligés de... En fait, évidemment qu'il y a des pressions financières. On peut pas les masquer. Mais je pense que déjà, ces pressions financières pourraient être... évacués en bossant sur d'autres trucs externes, et eux ils se disent qu'ils ont envie de consolider leur truc parce que ça rapporte déjà de l'argent, donc autant continuer, et en plus ils pourraient juste pas le faire en fait. C'est à dire que si à un moment ils sautent une année, l'iPhone N+1 sera moins bon que s'il y avait eu un iPhone juste avant. Il sera juste moins bon, et en fait je vois ce que tu veux dire dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si c'est vrai ce que tu dis, mais en tout cas, je comprends ton point.
Mais Je si sais, pour, je suis juste. Enfin, voilà, je suis euh, pas. Mais je pour vois des, ce que tu veux dire. pour des raisons de développement, en fait, pur et simple, on développe, on voit ce qui se passe. Parce que là normalement, il faudrait. Ce que tu me dis, c'est qu'en plus, le simple fait de devoir apprendre à produire at scale, t'as R&D ton truc, ton iPhone et tout, et ensuite maintenant tu veux pouvoir voir quand tu l'envoies vraiment sur le marché de masse et tout, et le Mhm. produire comme je dis at scale et tout. Mais le problème c'est qu'en fait Apple a déjà tellement d'expérience que pour moi at scale ils ont absolument rien à prouver en termes de production et de valider qu'un truc, tu vois. Dire Ouais, les mais non, process parce sont là, que. ils ont énormément d'expérience, enfin tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais les premiers iPhones n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Du Ouais. coup, en soi, le renouvellement est quand même présent dans le sens où d'un iPhone à l'autre, il n'y a pas grand-chose. Tu prends 6 iPhones d'écart, c'est pas le même produit, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, bah, à l'expérience, ils l'ont dans la distribution, dans la production et tout, mais pas dans la technologie qui sortent. Et ils essayent de l'avoir en sortant tous les ans. S'ils sortaient un iPhone tous les 3 ans, malheureusement, je pense qu'entre 3 générations d'iPhone, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de différence. Ok, Et je pense que c'est ce je qui suis en fait train aussi que les de gens achètent. Je suis en train de percuter une différence entre toi et moi aussi dont on ne parle pas et qui rentre fortement en compte, je pense, mais dont on ne parle pas là et il faut en parler. Mais c'est pas, faut aborder le sujet, faut juste le dire. Tu l'as dit juste avant, la planète, j'en ai rien à foutre. Et en fait, je pense qu'il y a cette différence entre toi et moi aussi, donc faut le dire très clairement. Moi C'est-à-dire je que l'avais même pas en moi, il y a tête. une Ouais. partie de mes motivations à dire ça sert à rien d'avoir un iPhone tous les ans, c'est de me dire effectivement, la planète a un certain nombre de pressions qu'on lui met. Et c'est assez facile, de mon point de vue, d'alléger un certain nombre de ces pressions. Pression du marché, de la finance, du commerce, des choses comme ça, avec ce genre de décisions qui sont en fait fondamentalement assez smart, à la fois d'un point de vue consommateur qui de toute façon ne doit pas supposer changer de téléphone tous les ans ou même tous les 2 ans, tous les 3 ans, Ça, c'est pas etc. le cas. Et en même Mais temps d'un point de vue des ressources, strictement des ressources, matières premières et tout. Et moi en fait d'un point de vue simplement écologique, ça fait énormément sens de sortir un iPhone, ne serait-ce que tous les 2 ans au lieu de tous les ans. Mais alors c'est un ça, oui. point sur lequel tu vas pas forcément me rejoindre du Non. coup, donc... Et puis, ça, oui, ok. Ça, effectivement, j'y avais même pas pensé Mais pour c'est te bien de dire. le dire, comme ça on comprend aussi pourquoi Oui, on n'est pas ab- forcément. absolument. Et tout le point aussi qui est très important, je pense, c'est que les gens ne changent pas d'iPhone tous les ans. Encore une fois, Ouais. en moyenne, c'est 3 ou 4 ans. Et ce qui fait que du coup, si d'un coup tu te mets à passer à 2, bah, en fait, il y a des gens qui vont devoir attendre un an de plus alors qu'ils ont envie de le changer. Mais c'est pas des gens qui viennent d'acheter. C'est des gens qui ont potentiellement un téléphone qui marche mal. Donc là, tu pourrais me répondre, ils ont qu'à acheter la dernière génération, mais avant, oui. Mais ça fait chier tout le monde. Donc non. Et ça sort tous les ans. Et après, les abeilles, elles meurent. Mais je vois l'idée. Ah, le cynisme de Louis sur les abeilles. Ah, quel cynisme mielleux. D'ailleurs, tiens, J'ai le... je vais faire Sur le une. dividende aristocrate, Ouais. j'ai les infos. Ouais, non, vas-y, dis-moi. Ça, Je vais faire un guess avec lequel je suis sûr personne n'est d'accord. Je suis persuadé que d'ici 20 ans, on arrivera à remplacer les abeilles. Quand vous verrez à la télé comment on a remplacé les abeilles, vous penserez à moi dans ce podcast qui a dit ça. Je n'ai aucun doute. Remplacer les abeilles. Oui, parce que les abeilles, c'est un gros problème. Parce que, en fait, les Ouais, mais tu populations. veux dire les remplacer comment? Je veux dire... Oh, bah, ça, c'est pas mon problème. Non, mais Non, parce il que y a déjà. je sais, je me suis demandé si tu allais me parler des nanorobots ou trucs oui. comme ça. Je me suis dit dans quoi ils s'embarquent là du coup. Alors, oui, je peux m'embarquer dans les nanorobots. Alors, je peux m'y embarquer tranquillement. Je vais ramer doucement, on va dire. Mais non, merde, ramer, c'est à double sens. Non, je vais utiliser ma pagaie de manière tranquille. Mais non, mais il y a des boîtes qui bossent dessus. Ouais. Avec des premiers tests assez concluants. Ils ont déjà fait des tests dans des villes et tout. C'est à itérer, c'est à faire progresser. Mais il va bien falloir à un moment les remplacer parce qu'il y a une population. Enfin, la croissance baisse pour les populations d'abeilles. Donc il y a toujours de plus en plus d'abeilles, ça tout va bien. Mais la croissance est en baisse et du coup il va falloir à un moment régler le problème. Ça fait partie des trucs principaux parce que je sais plus, je me rappelle pas combien il y a d'externalités négatives au fait que les abeilles disparaissent, mais je crois que ça fait partie du top 10. Donc c'est le genre de truc qu'il va falloir solutionner. Il y a déjà des entreprises dessus. Elles vont très bien le faire et je serais ravi que vous pensiez à moi quand je serai à Dubaï sur ma terrasse avec ma coupe de champagne. Non, là je vais trop loin. J'aurai ni terrasse ni coupe de champagne. Mais je serais ravi que vous pensiez à moi le jour où ce sera le cas. Évidemment, comme c'est Louis Strafe, naturellement, plutôt que de simplement se dire tiens, et si on
on cultivait des abeilles, tu vois, ici, je sais plus le dire en français, on breedait. Si on breedait des abeilles et qu'on en conservait tout simplement en les entretenant nous-mêmes, etc., ils préfèrent tout de suite penser évidemment à des nanorobots. Voilà, donc sur ce, on peut passer au sujet suivant. Je pense que c'est une excellente transition. Ouais, tout à fait. Le sujet suivant qui va être les questions. Et quand je dis les questions, je pense surtout à une question. On va prendre la première, on verra comment les choses évoluent, mais on est plus vers la fin que le début du podcast, donc je pense qu'on va déjà prendre la première question, hein, ce sera déjà pas mal. Tout à fait. Tu veux la prendre ou je la prends? Peu importe. Hein, du coup, je te la pose. Ouais. Dis-moi, Alexis. Oui, donc c'est la question. Dis-moi, Alexis. Non, est-ce que tu as déjà tenté de lancer des produits sur Amazon FBA? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à Amazon FBA? Et qu'est-ce que tu penses globalement du business Amazon FBA? Outre le fait que tu serais à la solde d'une multinationale. Je t'écoute. Alors, si je reprends les mots exacts de la question telle qu'elle est formulée, c'est plutôt pourquoi vous n'avez pas tenté de lancer des produits sur Amazon FBA? C'est ça la question telle qu'elle a été posée exactement. Du coup, j'en ai parlé juste avant avec ma compagne, et vraiment mon réflexe, ça a été de dire à Rachel: et pourquoi est-ce que toi, t'as pas lancé un stand à limonade devant chez toi quand t'étais plus jeune? Est-ce que tu as lancé un stand de limonade? Vraiment, c'était ma réaction. C'est en fait qu'il y a une réaction. Alors, par ailleurs, je me moque pas de la question. Hein. Merci de nous avoir posé la question parce qu'on n'a pas beaucoup de questions justement. Donc, je suis très content. C'est une question complètement normale. Hein. C'est juste pour rebondir de manière amusante. Mais en fait, je n'ai pas tenté de lancer des produits sur Amazon FBA. 2 points. Parce que je n'ai pas tenté de lancer des produits sur Amazon. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison spéciale. Donc, vraiment, moi, cette question, je l'ai vue, je me suis dit, ça a vraiment fait penser au stand à limonade. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ça. En fait, on pourrait poser cette question avec à peu près tous les business. Ah, tu peux tout mettre derrière. Celui-là, en l'occurrence, je ne l'ai pas tenté. C'est vrai que c'était pas mal à la mode quand je me suis lancé, moi, à mes débuts, mes premières années en dropshipping. Il y avait pas mal de gens qui parlaient d'Amazon FBA. Je ne l'ai pas fait à l'époque, tout simplement parce que c'est un business qui demande un petit capital de départ. Ça demande d'avoir quelques milliers d'euros au moins. Peut-être moins hein, si on part de coton-tige, je ne sais pas. Mais normalement, il faut un peu de sous de côté. C'est assez différent du dropshipping. La plupart des gens ne se posent pas la question de faire du Amazon FBA comme premier business, tout simplement parce qu'il faut quelques milliers d'euros de côté et qu'on est tous les mêmes, c'est-à-dire on veut lancer un business pour 0 €, évidemment. Donc, Amazon FBA, je trouve que au moins, ça a quand même le mérite de nous apprendre les ficelles d'un certain métier, de pas mal de choses en fait, hein, mine de rien. Je trouve ça assez cool de se dire qu'on peut se former à l'importation de produits par exemple sans avoir du tout à gérer la logistique derrière, tu vois, parce qu'on envoie dans des entrepôts et ensuite c'est fulfill par une entreprise et tout, donc moi je trouve ça absolument génial. Sur le principe, je trouve que ça rejoint un peu notre point sur la ruée vers l'or et tout ça, tout ce dont on a parlé il y a 1 ou 2 épisodes en arrière, qui est de dire maintenant on a en 2024 et même on l'avait déjà il y a 5 ans finalement, des infrastructures qui permettent aux explorateurs de demain de faire des choses, de lancer des choses, etc. Et finalement, ce genre de méga infrastructures qui sont rendues possibles par de méga entreprises qui permettent du coup de lancer des business e-commerce comme ça, en achetant à l'autre bout du monde, que ce soit en Chine, au Vietnam ou ailleurs, et en envoyant sans jamais que tu vois les produits directement dans des méga entrepôts qui ensuite se chargent eux-mêmes d'envoyer les produits en moins de 24 heures chez votre client et tout, je trouve ça exceptionnel en termes d'opportunités e-commerce. Donc ça, c'est ce que j'en pensais il y a plusieurs années et j'en pense pas moins aujourd'hui. Mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas d'expérience avec Amazon FBA pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça ne ferait pas sens de faire du Amazon FBA, pas plus que, je ne sais pas, de lancer une compagnie aérienne ou autre chose. Donc, ce n'est pas dans mon scope, tout simplement. Donc voilà. Toi, tu as une expérience avec Amazon FBA ? Non, j'ai aucune expérience, j'ai jamais essayé, tout simplement parce que j'ai tout de suite eu une opinion extrêmement précise et ciselée, comme à mon habitude. Quand je vois des gens qui font du Amazon FBA, j'ai l'impression de voir des gens qui pensent que le dropshipping c'est trop compliqué, ou que le e-commerce c'est trop compliqué, et qu'il faut faire du Amazon FBA, et en fait, les gens le voient comme un véhicule. Pour moi, le véhicule, c'est Amazon, il y a un mec bien installé dedans, il est chauve, il s'appelle Jeff Bezos, et il a vachement bien compris comment faire pour littéralement ce que tu as décrit, c'est-à-dire lui, il vend la pelle, mais c'est-à-dire que vraiment quoi, il vend vraiment la pelle, et ensuite, nous, on va payer pour acheter du stock d'or et voir si on arrive à refourguer notre or. Enfin, c'est vraiment, c'est plus que vendre la pelle, il vend l'outil qui sert à créer la pelle, quoi. Et du coup, en faisant du Amazon FBA, j'ai un peu trop l'impression que c'est moi le produit, quoi, et que je suis en train d'enrichir un mec.
Donc, c'est ce qu'on appelle le concept chaîne me de plaît pas. valeur, quoi. Enfin, donc, je vais pas te faire des cours d'économie. Hein, du Oui, coup. non, mais bien sûr. Mais là, c'est trop. C'est-à-dire que j'ai un level de chaîne de valeur. Je vous donne un exemple de chaîne de valeur où c'est pas trop pour moi. Ma chaîne YouTube. Je suis littéralement à un des maillons de la chaîne de valeur que crée une entreprise qui s'appelle Shopify. Il y a Shopify. Ensuite, il y a moi qui apprends aux gens comment créer des sites Shopify. Ensuite, il y a les gens qui créent les sites Shopify. Et ensuite, il y a les clients finaux. Ok ? Très bien. Et bah, quand je vends un produit sur Amazon FBA, je suis juste avant le client final, mais en même temps beaucoup trop proche de Amazon. Et du coup, c'est pour moi une position qui est pas, enfin qui moi ne m'irait pas. En plus, j'ai l'impression que c'est comment dire, une manière flemmarde de faire du e-commerce, quoi. De se dire tiens, je vais faire ça sur Amazon, ça a l'air Je l'ai facile. vraiment pas perçu comme ça, moi. Moi, j'avais l'impression vraiment, à l'époque, on voyait en tout cas nous Amazon FBA comme un truc qui était plus compliqué que le dropshipping. Faut de l'argent, faut comprendre ce que Non, tu mais fais. j'ai Parce dit qu'en fait, e-commerce. t'es en train d'acheter des produits à l'autre bout du monde, tu les fais voyager par cargo et tout, et du coup on se disait putain, faut faire tout ça, faut mettre tout ça en place. Et puis derrière, il y a un peu de taf quand même ensuite sur les fiches produits Amazon qui sont la plupart du temps absolument dégueulasses, donc tu peux Ouais. faire un travail intéressant quand même de référencement, tout ça, de Ouais, mais publicité aussi et de marketing en général. Ça, je suis d'accord, mais tu possèdes rien. Ah non, mais je ne vante pas les mérites forcément du business Ok. en général, juste de dire que vous percevez ça comme quelque chose de plus compliqué, de plus impressionnant en tout cas. Pour le profane, tu vois, pour le débutant, celui qui n'a pas d'expérience et tout, c'est plus impressionnant de faire du Amazon FBA parce qu'il y a vraiment ce côté, j'achète des conteneurs de produits, ça voyage par cargo et puis ensuite ça arrive dans des méga entrepôts et je gère tout ça à distance et je dois payer, je dois faire de la gestion de stock pour le coup, contrairement à du dropshipping. Je dois payer du coup justement l'entrepôt pour stocker mes produits, etc. Et à tout ce truc-là de vrai commerce, entre guillemets, par rapport au dropshipping, qui est plus impressionnant pour des gens qui débutent. Parce que c'est vrai que le drop, il n'y a pas de gestion de stock du tout, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais moi, le truc que je voyais, c'était juste que Amazon FBA, c'est moins responsabilisant parce que c'est pas ta logistique, c'est même pas vraiment tes produits. Enfin, c'est tes produits, mais tu les as achetés à une boîte qui a l'habitude de les vendre pour qu'ils soient expédiés dans Amazon. Enfin, ça te coûte plus cher et c'est du dropshipping, quoi, où tu possèdes rien. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est du dropshipping plus cher et que tu possèdes pas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas lancé. Et c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui font énormément d'argent et où ça se passe très bien. Je pense aussi que tu es vachement plus plafonné qu'avec ton propre e-commerce. Enfin, voilà, Amazon FBA, j'ai vraiment l'impression de bosser pour Amazon, quoi. Et ça me convient pas. Ce qui est moins le cas. Ouais, je pense pour le coup, tu es une sorte de. Quand tu scales ton business et que tu dois faire des dizaines de milliers d'euros, que tu commences à avoir des employés pour gérer tout ça et tout, c'est un peu comme si tu étais en fait presque un sous-traitant, tu vois, d'Amazon. Bah Il y a ouais. un petit côté un peu comme ça, genre. Tu bosses pour Amazon, tu bosses pas pour les clients finaux B2C. Alors oui, tu vends. et Moi, je trouve qu'il y a un petit côté un peu comme ça, c'est vrai. Et en plus, t'es à la botte d'Amazon parce que j'ai vu des trucs terribles. Hein. J'ai vu des témoignages de mecs qui maîtrisent pas quand est-ce qu'il y a des promotions sur leurs produits. Donc en fait, qui du jour au lendemain, ils se mettent à faire 2 fois plus de ventes, mais par contre, ils font 2 fois moins de marge. Donc ils ont plus de logistique, plus de coûts et ils gagnent la même chose. Donc en fait, ils perdent de l'argent. J'ai vu des mecs où les prix changeaient, les prix de leurs produits changeaient. Du jour au lendemain aussi. J'ai vu des mecs où ça se passait très très bien pendant 6 mois, ils avaient plusieurs commandes par jour, et du jour au lendemain, zéro, sans avoir rien changé. Enfin, tu vois, t'as pas la main, quoi. T'as pas la main, et puis après, tu vas faire quoi? Tu vas pas faire un procès à Amazon, juste parce qu'ils t'ont passé en page 2 sur la recherche coton-tige. Donc, non, c'est pas pour moi. En tout cas, vous avez l'avis vindicatif de Louis sur Amazon FBA. On dirait que Amazon a insulté sa mère. Ah non, j'adore Amazon. J'adore Amazon, je suis fan d'Amazon. J'adore En fait, cette toi, entreprise. t'aimerais bien le principe d'Amazon FBA, tu le trouves super cool du point de vue d'Amazon. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai presque non, envie. cool. J'ai presque envie de lancer une marketplace, tu vois. Presque. Je suis en train de regarder par hasard sur YouTube, je tape vite fait Amazon FBA pour voir si c'est toujours un sujet d'actualité, parce que moi je sais que c'était quand même pas mal à la mode. Moi j'ai connu ça toujours du monde un peu j'ai quand connu même. ça en 2017-2018 beaucoup. Et en fait c'est toujours très présent, hein. Je vois certains Ouais, il y a plein de créateurs gens, qui sont hein. toujours là. Donc voilà. Écoute, en tout cas, non, moi j'ai pas d'expérience avec Amazon FBA. Il y a définitivement des gens j'en ai certains en tête, qui font des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, par mois. Ça, c'est sûr. Probablement même des millions pour les plus gros, je pense. Mais j'ai pas d'expérience avec, et c'est assez différent du e-commerce où tu fais ton e-commerce avec tes produits. Ouais, c'est très différent. Donc, c'est assez différent. Voilà. Par contre, en tant que canal de distribution, je trouve ça pas inintéressant de penser à Amazon de manière générale. Alors oui, voilà. Et Là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Tout simplement de penser à du multicanal, quoi, quand vous faites du commerce.
Vous vendez sur votre site, c'est bien. Mais si demain, je sais pas moi, Messenger devient un canal e-commerce important, bah, vous listez vos produits sur Messenger. Et puis si tout le monde va sur Amazon, bah, vous listez aussi vos produits sur Amazon, etc. etc. quoi. Ça me semble être du bon sens quand on fait du e-commerce. Moi, aujourd'hui, je fais pas de e-commerce de produits physiques. Si je vendais des produits physiques et que je gérais mon truc, je peux vous assurer que je serais aussi sur Amazon, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord. Ça, ouais, ça, c'est. Il y a des gens qui ne le font pas, c'est intéressant de le rappeler. Il y a des gens qui ne pensent pas multicanal, tout simplement, c'est juste, ils n'y pensent pas. Donc, il faut y penser. Même sur Etsy, partout, enfin voilà. Ouais, partout. Faut être là où sont les gens qui vont acheter, tout simplement, et ils sont partout. Absolument. Voilà pour Amazon FBA. Il y a une autre question, mais Louis, on est d'accord, on se la garde pour le prochain épisode, du coup, quand même. Ouais. Noémie Morrison, on garde ta question parce qu'en fait, elle est à chier. Non, je plaisante. On garde ta question justement parce qu'elle est géniale. Non, on garde ta question justement parce qu'elle est géniale, parce que je pense que c'est un très gros sujet. C'est un sujet qui. J'ai des trucs à dire par rapport à ça. Je voulais en parler dans cet épisode. Je me suis dit, on va parler de ça et tout. En fait, pas du tout. En plus, c'est un truc pour toi, Louis. Hein. Je vais te dire un truc, tu vas tomber des nues. Oui, j'adore quand Alexis m'apprend les trucs sur lui. Et moi, je vais redire que je suis un énorme flemmard, que je bosse très peu et que je gagne très très bien ma vie comparé au début d'Alexis. Et il va encore dire que c'est n'importe quoi et que je bosse sûrement beaucoup trop. Mais non, c'est pas le cas, je vous assure, je bosse malheureusement trop peu. Et j'aimerais m'en sortir. Mais on en parlera dans l'épisode prochain. Ok, bah là du coup, je te propose de faire une petite idée business. Allez, c'est parti. Bah, il reste un petit peu de temps. En fait, j'ai un truc en tête. Alors, ça va pas être super original dans le sens où c'est pas une idée révolutionnaire et tout. Puis on tourne un peu autour de notre microcosme, des trucs auxquels nous on pense, la création de contenu, la formation, les machins. Donc c'est vrai que ça va pas être très original dans ce sens-là. Mais c'est pas grave, je le donne quand même parce que ça me donne l'occasion d'en parler, ça me fait plaisir. Ok. Moi, j'ai un truc après pour contrebalancer qui a rien à voir avec notre business, donc vas-y, fonce. Et j'imagine que c'est un rapport avec les chiens. Pas du tout. Ok, ça marche. Mon idée business, c'est très simple. Sur le marché US, il existe plusieurs, j'en ai un en tête, mais il existe pas mal en fait, en vérité, de créateurs de contenu très connus, mainstream, qui peuvent avoir des centaines de milliers d'abonnés, parfois même des millions d'abonnés, qui sont des créateurs de contenu qui parlent vraiment de nomadisme digital et qui sont vraiment dans le contenu qui tourne autour du voyage, mais qui, en même temps qu'ils sont dans le contenu qui tourne autour du voyage, vendre des formations, leurs compétences, leur savoir-faire. Des fois, c'est apprendre à gagner sa vie quand on voyage, justement, peut-être par rapport à la photographie, des choses comme ça. Donc, il y a un énorme marché qui est tracté en grande partie par un créateur qui s'appelle Lost Leblanc, qui doit avoir plus de 2 millions d'abonnés maintenant, je pense. Un truc comme ça, qui est vraiment énorme. Et en fait, Lost Leblanc, si vous voulez, c'est un peu Bruno Maltor. Imaginez que Bruno Maltor se mette à vendre de la formation. Okay. À apprendre aux gens en fait sa compétence de monter un magnifique compte Instagram autour du voyage, d'être capable de travailler en voyageant, d'apprendre un peu à devenir nomade digital, etc. Je me suis rendu compte, ça fait un moment ce constat que je l'ai fait, que chez nous, ça n'existe virtuellement pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de gros créateurs. Et quand je dis de gros créateurs, je n'ai pas dit qu'il y avait 1000 abonnés. Je sais qu'il y a des gens qui essaient des trucs, mais de vrais gros créateurs, au moins la taille par exemple d'un Bruno Maltor, par exemple. Qui vendent ensuite leurs compétences, leur savoir-faire autour du nomadisme digital et qui représentent vraiment ces tribus des nomades digitaux en accompagnant les gens, en donnant des conseils, peut-être en faisant des petites formations un peu comme Antoine BM ou alors en faisant des méga trucs comme Yomi, peu importe. Mais un mec vraiment qui est vraiment tout le temps en train de voyager aux quatre coins du monde, qui fait des vidéos incroyables et tout et qui en permanence vante les mérites de ce mode de vie-là avec des sponsors qui sont des PC, tu vois, Acer ou des trucs comme ça et tout, du pur Lost Leblanc, tu vois. Eh bien, en France, ça n'existe juste pas et je suis extrêmement frustré de ça, notamment parce que je sais que certains en ont le potentiel. Je pense à des créateurs comme Alex Viseo qui auraient le potentiel de le faire, mais qui ne fait pas exactement ça. Et du coup, de ma frustration naît cette idée de business dans ce podcast qui est de vous pousser tout simplement, pour ceux qui peuvent et qui en ont les moyens et qui en ont l'envie, de partir voyager aux quatre coins du monde, de le documenter, d'en faire une magnifique chaîne YouTube tournée voyage un peu comme un Bruno Maltor ou d'autres, mais d'être aussi un créateur qui vend des produits, des PDF, des vidéos, du coaching, ce que vous voulez, peu importe, qui a des sponsors et qui est en fait un vrai businessman en quelque sorte, et qui marie vraiment les deux, qui lie les deux, qui veut vraiment le mode de vie nomade digital, business en ligne, et voyage à fond comme Lost Leblanc ou Bruno Maltor. J'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, mais même si tu m'arrêtes et que tu me dis que je me trompe, je pense que je me tromperai pas.
J'ai l'impression que tu viens de nous décrire une idée de business tout simplement parce que tu es en manque de contenu à regarder, Alexis. Et qu'en fait, c'est exactement ce que tu aimerais voir popper une fois par semaine, tous les dimanches. Une longue vidéo d'1h30 d'un type qui vend des formations, qui fait un petit 15-20K par mois. Ouais. Un petit 45 minutes. Un type qui fait 15-20K par mois en même temps qui gravit le Kilimandjaro et qui boit son meilleur thé dans un tea shop au fin fond du Japon. Ouais, carrément. En fait, t'as envie de voir ça. Ouais, je comprends. Mais même, en fait, pour tout te dire, on y a pensé, même nous, à le faire. Ça nous est arrivé à un moment même de se poser, de noter toutes les idées qu'on avait sur les formats. Je bosse dans telle condition, je bosse dans tel hôtel, je bosse à tel endroit, je teste, machin et tout. Vous imaginez pas la profusion de formats et d'idées qu'il peut y avoir autour d'une activité comme celle-là qui sont juste incroyables. Mais ce qu'on n'imagine pas aussi, et que nous on a très bien imaginé quelques heures après avoir commencé à rêver, c'est à quel point c'était un mode de vie pénible et à quel point c'était incroyablement énergivore d'être ce genre de créateur. On ne voit que le truc en surface avec les belles vidéos bien montées, le résultat qui est incroyable avec des drones et tout. Sauf que la réalité est beaucoup plus dure que ça. Je pense que la réalité, c'est que c'est un métier extrêmement pénible de gens qui n'ont pas du tout un emploi du temps réglé aux petits oignons où tu te lèves et tu te couches tout le temps à la même heure, où tu changes en permanence de fuseau horaire, où tu bouges énormément, où tu es très fatigué. Et en fait, je pense que le mode de vie que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus sain et simple que si je devais être créateur, nomade digital et tous ces trucs-là, quoi. Et puis pour moi, en fait, c'est vraiment viable à long terme. Malheureusement, du coup, ça casse le business. Mais si c'est pas toi qui t'occupes de l'aspect création de contenu, c'est-à-dire que toi, tu voyages, tu es la figure sur les formations, tu as tourné des formations il y a genre 2 ans et tu continues de les vendre, et puis tout l'aspect création de contenu, c'est pas toi, quoi. Tu as des équipes, tu as des gens qui s'en occupent. Et là, du coup, effectivement, ça paraît beaucoup plus viable. Oui, ça dépend à quel point tu penses le truc comme un business et à quel point bien sûr. Ou juste comme un créateur qui fait son truc dans son coin en partant faire le tour du monde avec sa caméra, quoi. Les deux sont possibles. Et honnêtement, si vous démarrez un projet pareil, il faut démarrer simple. Il faut démarrer en prenant une caméra et en partant autour du monde et c'est tout. Et ensuite, vous créez du contenu, vous en parlez et tout. Au bout d'un moment, vous pouvez accompagner les gens, faire des formations et tout. Ça peut être incroyable. Mais voilà, en tout cas, je voulais juste en parler. Parce que c'est vrai que ça très bonne pas. Je sais que Alex Viseo, et j'ai l'impression qu'il est à la frontière de faire ça, et je sais jamais trop s'il veut vraiment le faire ou pas. C'est un ancien mec qui était un très gros créateur, influenceur voyage pendant des années, et qui a arrêté, qui est soudainement passé à faire des formations sur comment réussir un peu sur Internet ou des trucs comme ça. Et sa transition, je pense qu'il a plutôt bien réussi sur Instagram. Je pense que sur YouTube, ça a été plus compliqué pour lui. Peut-être aussi parce qu'il avait moins envie de faire des vidéos YouTube, ça c'est possible. Mais en tout cas, les gens l'ont moins suivi, son audience de un peu plus de 100 000 abonnés. Regardez beaucoup moins ses vidéos. Il y avait un peu de ressentiment dans les commentaires souvent et tout. Tu sentais que voilà, sa transition, qui était une transition un peu brutale, hein, où il était vraiment créateur de contenu, 100 000 abonnés, voyage, Kilimandjaro comme tu dis et tout. Et d'un seul coup, bam, business en ligne. Branding, création de contenu, tout ça. Vraiment, ça a été aussi brutal que ça, la transition. Et ça, j'ai l'impression qu'en tout cas sur YouTube, ça s'est moyennement bien passé. Là, récemment, il a reposté 1 puis 2 vidéos qui parlent quand même vachement plus par un axe de voyage. Tu les as vues ? J'ai vu les miniatures passer. Eh ben, ça se voit tout de suite au niveau des vues, déjà. Et ça se voit tout de suite au niveau aussi de l'amour qu'il y a dans l'espace commentaires. Les gens sont hyper contents de le revoir, juste parler de voyage, des trucs comme ça et tout. Et dans le même temps, dans sa dernière vidéo, à un moment, il a fait un truc que je ne l'avais pas vu faire auparavant. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait un call to action au milieu d'une vidéo de voyage, vraiment. Il a fait un call to action pour un lead magnet, je crois que c'était un PDF, pour expliquer un peu les différentes façons de gagner sa vie en étant nomade digital, etc. Mais il y avait vraiment un call to action au milieu de cette vidéo. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, est-ce qu'il est en train de faire ce virage ? Est-ce que vraiment il s'est dit, putain, en fait, oui, je veux rester influenceur voyage, nomade digital, tout en accompagnant les gens et tout, et peut-être qu'il refera des vidéos régulièrement, parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Et je n'attends que ça, donc je le surveille. Et Alex Viseo pourrait être un peu ce que je décris là, justement, que j'aimerais avoir sur le marché français, francophone. Mais on verra. Ok, ouais, très bien. Il a 100 000 Il a 100 000 abonnés quand même. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Ok, ouais, il fait beaucoup de vues. 109. Ouais. Et 109, tu vois, dans ce coup, les vidéos là, 9 000 vues, 15 000 vues, il faisait pas du tout ces vues-là. Non, pas du tout. C'est 1500, 3000. Ouais, 1500, 3000, etc. Et de temps en temps, on tape un 135, quoi. Mais... Et encore les vidéos, ça va. Hein, les vidéos avec du recul,
elles ont fait plus de vues plus tard au fur et à mesure, au fil du temps. Parce que vraiment, sur le moment, il y avait des vidéos et elles faisaient 800 vues, quoi. Ou 700 Ouais. vues et tout, c'était un peu triste. Alors que là, tu vois, il y a toujours un petit cas à côté. Il y a 1003, Ouais. 4003, 3003. Mais les gens adorent quand Non, ils parlent de mais oui, voyage. Tu vois, c'est Bali, intéressant. vivre à Bali, Ouais, j'ai vu. mon voyage en Irak, Medellin, les gens adorent quand ils parlent de tout ça. Ouais. Non, mais c'est très intéressant, effectivement. Peut-être que Alex Viseo sera positionné sur cet axe de marché. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Je pense que son créneau lui appartient complètement. Puis c'est un mec qui est hyper à l'aise avec les deux, autant le voyage que le côté business en ligne. Donc c'est vraiment la personne parfaite sur le marché. C'est quelqu'un que j'adorerais avoir dans notre podcast au passage. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est Tout à assez fait. accessible. Je le vois régulièrement sur des podcasts qui font 500 vues et tout. Enfin, des Mhm. tout petits podcasts, quoi. Comme le nôtre, par exemple, du coup, tu vois. Des Et podcasts il tout est nés. très accessible, j'ai l'impression. Ouais, très bien. Ouais, très bonne idée, effectivement. Et on a un tout petit historique en commun, puisque à l'époque où j'avais voulu lancer un film et toutes mes histoires là, de voyage et tout, je l'avais contacté ce gars-là et Ok. on s'est échangé 2-3 mails par le passé, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Voilà, donc peut-être qu'on Très pourrait intéressant. ça pourrait être intéressant. Ouais, tout à fait, avec plaisir. Tu voulais rajouter un truc du coup avant de terminer le podcast? Non, on va garder ça pour la semaine prochaine, du coup. Ouais. Non, Ok. ton business, c'est très bien. Bon bah écoutez les amis, c'était un plaisir de faire cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était très très bien. Tout à fait. Comme Très sympa. d'habitude, les petits appels à l'action finaux, très important pour nous. Prenez le temps de laisser un petit avis. Si l'épisode vous a plu, là si cet épisode-là vous a plu, allez sur Apple Podcast et Ouais, laissez-nous un mettez petit un avis, avis, une s'il petite vous plaît. évaluation 5 étoiles. Ça vous prend vraiment 40 secondes maximum et ça nous aidera beaucoup. Et puis bah pensez-y du coup à nous poser vos questions si vous avez des questions, commentaires sur YouTube directement. Et puis on répondra à vos questions dans les prochains épisodes avec grand plaisir. Est-ce que tu as Tout à quelque fait. chose à ajouter? Non, du tout. Merci Alexis. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Laissez des avis, posez-nous des questions. Ciao! À bientôt!